Un tel non-savoir confère de l'expression à ce que l'art a d'inéluctable. Même la perte de son sens que l'art fait sienne comme s'il voulait se détruire ou se maintenir en vie par une sorte d'antidote. Mais même cette perte de sens ne peut rester son dernier mot, quoi qu'il en ait. Le non-savoir propre à l'œuvre d'art, qui emphatise l'absurde, celle de Beckett, souligne le point d'indifférence entre le sens et sa négation, et celui qui lierait un sens d'une rassurante positivité commettrait assurément un sacrilège contre cette indifférence. Néanmoins, il est impossible de penser une œuvre d'art qui, tout en intégrant en soi l'hétérogène et en se tournant contre la cohésion propre de son sens, ne produise pas malgré tout un sens. Le sens métaphysique et le sens esthétique ne font pas immédiatement un pas plus aujourd'hui qu'auparavant. Les realia étrangers, au sens qui, lors du process d'effrangement, ont atterri dans le champ des œuvres d'art, ces realia sont potentiellement sauvés comme dotés d'un sens, en même temps qu'ils heurtent de plein fouet le sens traditionnel des œuvres d'art. Une négation conséquente du sens qui peut avoir l'esthétique ne serait possible que par l'abolition de l'art. Les œuvres d'art significatives de la période la plus récente sont le rêve cauchemardesque d'une telle abolition, tandis qu'en même temps et par leur existence même, elles se hérissent contre le fait d'être abolies. Comme si avec la fin de l'art, c'était celle de l'humanité qui menaçait, l'humanité dont la souffrance réclame l'art et un art qui ne gomme ni n'adoucisse cette souffrance. Cet art rêve pour l'humanité le rêve anticipé de son déclin, afin qu'elle s'éveille, reste maîtresse d'elle-même et survive. La négativité du concept d'art a trait au contenu de l'art, c'est sa constitution propre qui interdit et non l'impuissance des idées à son sujet, sa définition. Son principe le plus intime, le principe d'utopie, se révolte contre le principe de définition maîtrisant la nature. L'art peut fort bien ne pas demeurer ce qu'il fut un jour. À quel point son rapport à ces genres s'en trouve du même coup dynamisé, on peut s'en rendre compte avec le plus récent d'entre eux, le cinéma. La question est embarrassée de savoir si le cinéma est ou n'est pas de l'art. D'un côté, comme Benjamin l'a vu le premier dans son travail sur l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique, le cinéma s'approche au plus près de lui-même là où il exclut sans ménagement l'attribut de l'aura, l'apparence d'une transcendance cautionnée par la cohésion, qui s'attachait à tout art d'avant le cinéma. Autrement dit, là où d'une manière à peine soupçonnée par la peinture et la littérature réaliste, il renonce aux éléments symboliques et vecteurs de sens, Siegfried Kracauer en a tiré la conclusion que le cinéma, en tant qu'il est une sorte de sauvetage du monde chaussin extra-esthétique, n'est esthétiquement possible que s'il répudie le principe de stylisation par l'immersion non intentionnelle de la caméra dans l'état brut de l'étang dont l'ordre précède toute subjectivité. Mais un tel refus, quant à lui, en tant qu'a priori de la configuration filmique, est de rechef un principe esthétique de stylisation. Même dans la cèse la plus radicale à l'égard de l'aura et de l'intention subjective, le procédé filmique, purement selon sa technique, c'est-à-dire par le scénario, la photographie, le point de vue de la caméra, le montage, remplit la chose d'éléments qui sont inévitablement vecteurs de sens. De manière d'ailleurs analogue au procédé qui, en musique ou en peinture, vise à laisser saillir le matériau dans sa nudité et le préforme précisément par cette entreprise. Au moment où, de par sa législation immanente, il voudrait rejeter ce qu'il y a d'art en lui, presque comme si cela contredisait son principe artistique. Le cinéma, dans cette rébellion même, est encore de l'art, et il élargit le champ de l'art. Une telle contradiction que le cinéma ne peut pas purement assumer, vu qu'il dépend du profit et l'élément vital de tout art proprement moderne. Les phénomènes d'effrangement des genres doivent bien s'en inspirer en secret. En cela, au moins, une absence de sens ostentatoire n'exprime certes pas, sans autre forme de procès, l'absence de sens de l'existence, ni ne la configure. Les happenings sont exemplaires. Ils s'en remettent sans frein au désir nostalgique que l'art devienne une réalité sui generis, en allant contre son principe de stylisation et contre ce qui apparente ce principe à l'image qui le caractérise. C'est précisément par là qu'ils sont en guerre ouverte jusqu'au télescopage avec la réalité empirique à laquelle ils voudraient ressembler. Restant comme des clowns étrangers aux fins de cette vie réelle qui les accueille. Les happenings en sont avant tout la parodie, et ils pratiquent celle-ci sans équivoque, pour ainsi dire comme parodie des masses médias. L'effrangement des arts est un faux déclin de l'art. Que l'art porte inévitablement la marque de l'apparence est un scandale au regard de la surpuissance de la sphère économico-politique, qui tourne encore en dérision l'apparence esthétique en tant qu'elle est idée.
parce que cette sphère ne permet plus de voir comment la teneur esthétique devient réalité concrète. Cette apparence est de moins en moins compatible avec le principe d'une maîtrise rationnelle du matériau auquel elle était liée tout au long de l'histoire de l'art. Tandis que la situation n'admet plus l'art, c'est ce que visait la phrase sur l'impossibilité des poèmes après Auschwitz. Elle a pourtant besoin d'un art qui soit à elle, car la réalité dénuée d'image est devenue le parfait antipode de cette condition d'où l'image serait abolie et dans laquelle l'art disparaîtrait, une fois comblée l'utopie qui se chiffre comme un secret dans chaque œuvre d'art. D'un tel déclin, l'art n'est pas capable de par lui-même. C'est pourquoi les arts se rongent les uns des autres. 3. Le fonctionnalisme aujourd'hui. J'ai autant de gratitude envers Adolphe Arndt pour la confiance dont me témoigne son invitation que de sérieux doutes sur mon réel droit à prendre la parole devant vous. Métier, compréhension concrète des questions artisanes et techniques sont des valeurs très en estime dans votre assemblée, et c'est à juste titre, s'il est une idée qui perdure au sein du mouvement du Werkbund. Le Werkbund est né à Munich en 1907. Cette association comptait alors dans ses rangs des architectes, des plasticiens et des entreprises spécialisées dans les arts appliqués. Son programme s'inspirait des idées programmatiques de Muthesius, qui réclamait pour toute création plastique la simplicité, le respect de l'unité organique, la fidélité aux lois de la construction abstraite. Le Werkbund se proposait d'anoblir le travail industriel en prenant la coopération de l'art, de l'industrie et de l'artisanat. Ce programme aboutit à la naissance d'une esthétique industrielle commune à l'architecture, au design et à la mode. C'est bien celle de compétences concrètes par opposition à l'esthétique qui, elle, ignore la contrainte et demeure étrangère aux matériaux. À mes yeux, cette exigence va de soi. Elle m'a été enseignée par mon propre métier, la musique, grâce à une école dont les membres ont été en relation étroite et personnelle, tant avec Adolf Loos qu'avek les gens du Bauhaus, et qui, sur bien des plans, étaient de la même famille d'esprit que ceux qui aspiraient à l'objectivité concrète, Sachlichkeit. Pour autant, je ne peux me prévaloir de la moindre compétence dans le domaine de l'architecture. Si je cède malgré tout à la tentation et cours le risque de vous voir me souffrir comme un dilettante qu'on met ensuite sur la touche, je peux alors, au-delà du plaisir que j'ai d'exposer précisément devant vous, quelques considérations, me référer de toute façon à l'opinion d'Adolf Loos, selon laquelle une œuvre d'art n'aurait à plaire à personne, tandis que la maison serait responsable de tout un chacun. Je ne sais pas si le mot est juste, et j'ai à peine ici besoin d'être plus royaliste que le roi. Le malaise que me donne le style allemand de la reconstruction, malaise que partagent sûrement beaucoup d'entre vous, m'induit à m'interroger sur ses causes, moi qui, autant qu'un spécialiste, suis exposé à voir de pareilles constructions. Ce qui réunit l'architecture et la musique, voilà bien longtemps qu'on l'a formulé, c'est devenu un lieu commun, rabâché à satiété. Cependant, en superposant ce que je vois à ce que je connais des difficultés de la musique, je ne procède peut-être pas tout à fait selon la logique qu'on attendrait de quelqu'un qui suivrait les règles de la division du travail. Je dois ici prendre plus de distance que vous seriez en droit de l'attendre, mais il ne me paraît pas radicalement impossible qu'il y ait parfois du bon dans des situations de crise latente à prendre avec les phénomènes plus de distance encore que ne saurait le tolérer le pathos du discours de la compétence technique. Au fondement de la légitimité du matériau, il y a la division du travail. Pour autant, il est recommandé au spécialiste lui-même de mesurer à l'occasion combien sa compétence spécialisée souffre de cette division du travail et combien la naïveté artistique, qui a sa nécessité, peut devenir à elle-même sa propre limite. Laissez-moi partir du fait que le mouvement anti-ornemental a affecté aussi les arts libres de toute finalité, s'interroger sur ce qui, dans les œuvres d'art, leur est nécessité, se rebeller contre le superflu, c'est là le propre des œuvres d'art elles-mêmes. Depuis que la tradition n'impose plus à l'art aucune règle fixant les canons du juste et du faux, c'est à chaque œuvre qu'il incombe de réfléchir là-dessus. Chaque œuvre doit vérifier sa logique immanente, que cette logique tire ou non son mouvement d'une finalité extrinsèque. Cela n'a absolument rien de neuf. Après la première de l'enlèvement, un monarque avait adressé un léger reproche à Mozart. Mais il y a beaucoup de notes, mon cher Mozart. Et alors qu'il avait véritablement sur ses épaules le poids d'une grande tradition, qu'il accomplissait de manière critique, Mozart répondit « Pas une de plus qu'il ne faut, Majesté », en formulant le principe de la finalité sans fin comme un élément du jugement de goût. Kant, dans la critique du jugement, a philosophiquement anéanti toute idée de norme. Il reste que ce principe recèle en lui une dynamique historique, ce qui se justifie encore comme nécessaire dans le langage donné du registre de tels matériaux devient superflu.
Mauvais ornement, en effet, dès lors qu'il ne se légitime plus dans le langage de ce qu'on nomme communément style. Ce qui était hier fonctionnel peut devenir l'inverse. Cette dynamique historique qui loge dans le concept d'ornement, c'est Loos qui en a percé à jour la vérité. Cela dit, dans certaines formes d'art, ce qui est ostentatoire, luxuriant, exubérant, disons tarabiscoté, peut être nécessaire et nullement tarabiscoté au regard du principe qui les gouverne. Ainsi, il serait béotien de condamner le baroque. Critiquer l'ornement, c'est critiquer ce qui a perdu son sens fonctionnel et symbolique. C'est comme un résidu de pourriture organique, comme un poison. Tout art nouveau est à l'opposé, il s'oppose au fictif du romantisme décadent, à l'ornement qu'on n'exorcise plus qu'avec une honteuse impuissance. Non moins que dans l'architecture, ce type d'ornement a été rigoureusement éradiqué dans la musique nouvelle, où l'organisation repose exclusivement sur l'expression et la construction. Entre les innovations compositionnelles de Schoenberg et le combat littéraire de Karl Kraus contre le style journalistique et la dénonciation de l'ornement par Loos, il n'y a plus qu'une vague analogie qui relèverait de l'esprit du temps. Le sens de ces entreprises est immédiatement le même. Voilà qui donne l'occasion d'apporter à la thèse de Loos un correctif auquel ne se serait pas hasardé l'homme généreux qu'il était. On pourrait dire que la question du fonctionnalisme ne se superpose pas avec celle de la fonction pratique. Entre les arts sans finalité et les arts avec finalité, il n'y a pas l'opposition radicale qu'il supposait. La différence entre le nécessaire et le superflu habite toute configuration formelle et ne se résume pas à la relation que cette configuration entretient avec la présence ou l'absence d'éléments extrinsèques. Chez Loos et au début du fonctionnalisme, la séparation entre ce qui est lié à une finalité et ce qui a son autonomie esthétique a été établie comme par décret. Cette séparation que la réflexion doit reprendre sur nouveau frais avait ses visées polémiques dans le registre des arts appliqués. C'est de cette sphère que Loos est sorti. C'est elle qu'il a combattu pour s'imposer et pour trouver sa place historique entre Peter Altenberg et Le Corbusier, le mouvement qui, depuis Ruskin et Maurice, s'était insurgé contre l'inconsistance des formes tout à la fois produites en série et pseudo-individualisées, fit éclore des notions telles que celles de volonté de style, de stylisation, de configuration formelle. L'idée était qu'il fallait porter l'art dans la vie pour la guérir, qu'il fallait que l'art fût appliqué. C'était le ton des maximes unilatérales qui avaient alors généralement cours. Loos comprit très tôt combien ce genre d'aspiration était problématique. Les objets d'usage perdent leurs droits dès qu'on leur inflige ce qui n'est pas exigé par leur usage. Et l'art, qui est cette protestation obstinée contre la domination que les fins exercent sur les hommes, perd lui-même ses droits lorsqu'il est soumis à cette praxis contre laquelle l'art affirme sa prétention, au sens où le dit le vers d'Hölderlin. Car plus jamais à présent ne sert à l'usage le sacré. Donner aux objets du monde pratique une tournure artistique alors qu'il ne s'agit pas d'art était aussi effrayant que de subordonner l'art libre de toute finalité à une praxis qu'il aurait à terme soumis à la toute-puissance du profit. Ce profit contre lequel précisément s'étaient révoltées les aspirations des arts appliqués, au moins à leur début. Loos préconisa au contraire le retour à la décence d'un métier qui sut utiliser les innovations techniques, sans aller emprunter ses formes à l'art. Les exigences de Loos, dont la dimension restauratrice n'était pas moins manifeste que l'était précédemment. Celle de l'individualisation voulue par les arts appliqués ont le défaut d'être trop abruptes dans l'antithèse. Ce défaut affecte aujourd'hui encore les discussions qui ont trait à l'objectivité concrète. Il n'y a pas lieu de séparer absolument dans les configurations formelles ce qui est sans finalité et ce qui est lié à une finalité, parce que, historiquement, ces deux possibilités furent intriquées l'une dans l'autre. On le sait, les ornements contre lesquels Loos fulminait avec mépris, attitude qui tranche curieusement sur l'humanité qui était la sienne, sont à bien des égards à même les objets, les cicatrices de mode de production dépassés. À l'inverse, des fins telles que la sociabilité, la danse, la conversation ont également migré jusque dans l'art sans finalité pour se dissoudre au bout du compte dans la loi de sa forme. La finalité sans fin est la sublimation des fins. Rien n'est esthétique en soi, l'esthétique n'est finalement que le champ de tension de cette sublimation-là. Mais c'est pour cette raison aussi qu'il n'y a pas non plus de finalité chimiquement pure, qui serait le contraire de l'élément esthétique. Même les formes finalisées les plus pures sont nourries de représentations comme celle de transparence et d'intelligibilité formelle, qui proviennent de l'expérience esthétique. Aucune forme n'est entièrement créée à partir de sa seule fin.
Voici qu'il ne manque pas d'ironie. Dans l'une des œuvres révolutionnaires de Schoenberg, la symphonie de chambre numéro 1, dont Loos a parlé de la manière la plus pénétrante, apparaît un thème de nature ornementale, un doublet qui rappelle l'un des motifs principaux du crépuscule des dieux et un thème du premier mouvement de la 7e symphonie de Bruckner. L'ornement est l'intuition directrice. Si l'on veut, il est quant à lui de l'ordre de l'objectivité concrète, Sachlich. C'est précisément ce thème de transition qui devient la cellule de la mise en œuvre d'un canon, avec un contrepoint à 4 voix formant le premier complexe radicalement constructiviste de la musique nouvelle. La croyance aux matériaux comme tels était empruntée au culte que les arts appliqués vouaient aux matières prétendument nobles. Cette croyance continue à hanter encore l'art autonome. Elle eut pour corollaire l'idée de construction adéquate aux matériaux. Elle correspond à une notion non dialectique de la beauté qui fait de l'art autonome une sorte de parc naturel fermé derrière des murs. Si la haine de Loos envers l'ornement était conséquente, elle devrait s'étendre à l'art tout entier. Si l'art s'est désormais épanoui jusqu'à son autonomie, il ne peut se dépouiller totalement de ses marques ornementales, parce que, à en juger d'après les critères du monde pratique, son existence propre ne serait qu'ornement. Loos recule devant pareilles conséquences, et c'est à son honneur. Il agit d'ailleurs là comme les positivistes qui voudraient refouler hors de la philosophie tout ce qui leur semble en elle de la poésie, mais qui ne saisissent pas que la poésie en soi remet en cause leur conception de la positivité. Bien au contraire, ils la tolèrent, neutralisée dans son domaine spécialisé, mais intacte, parce qu'ils ont, en fin de compte, une idée avachie de la vérité objective. Que le matériau porte en soi sa forme adéquate présuppose qu'il est déjà investi de sens, comme le concevait autrefois l'esthétique symboliste. Il s'en faut que la résistance à l'informe des arts appliqués soit l'apanage exclusif de l'invention des formes. Elle est bien plutôt le privilège du culte des matériaux qui les enveloppe de l'aura de l'essence. C'est ce qu'a dit Loos quand il a critiqué le batik. Les matières qu'on a inventées depuis matériaux d'origine industrielle n'autorisent plus la confiance archaïque dans la beauté innée, survivance de la magie des pierres nobles. La crise de l'art autonome, et ce n'est pas la moindre de ces révélations, montre dans ses évolutions les plus récentes combien l'organisation qui crée le sens tire peu de choses du matériau en soi, et montre aussi combien une organisation comme celle-là tend vite à se rapprocher du vide du bricolage. Ce type d'expérience critique remet en question les idées qui ont trait à l'adéquation aux matériaux dans l'art finalisé. La part d'illusion qui affecte la finalité en tant qu'elle serait sa propre fin devient claire à qui réfléchit très simplement en termes de société. Ignorer de finalité ici et maintenant que dans la société qui lui est contemporaine. Mais à cette société, les irrationalités sont essentielles. C'est ce que Marx appelait ces faux frais. Car, quelles que soient les planifications particulières, aujourd'hui comme hier, le processus social se déroule au plus intime de lui-même, sans le moindre plan et de manière irrationnelle. Une telle irrationalité marque de son empreinte toutes sortes de fins et par là même aussi la rationalité des moyens qui sont censés parvenir à ces fins. Ainsi, l'omniprésente publicité dont la fin est le profit se gosse de toute finalité dont l'adéquation aux matériaux serait la mesure. Si elle était fonctionnelle sans excès ornemental, elle ne pourrait pas satisfaire plus longtemps aux fins qui sont celles de la publicité.